Faut-il investir dans les large cap allemandes? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la liste des plus grosses entreprises allemandes. Donc, je suis allé sur Top Market Cap et j'ai récupéré le top 10 allemand. On a SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz, Rheinmetall, Munich Re, Siemens Energy, Deutsche Börse, Siemens Healthineers et Merck. Comme d'habitude, je vous ai préparé une watchlist ici. On passe en revue les colonnes. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, les noms d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, croissance, valorisation, rentabilité, endettement, rendement du dividende et de l'actionnaire, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. Alors, on commence tout de suite avec le premier dossier de la liste qui est SAP, leader mondial de l'ERP, donc logiciel de progiciel de gestion intégrée en français, ERP en anglais. On est sur 358 milliards de dollars de market cap, 4,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Quand même assez mature, hein. Les multiples sont très élevés. On est très cher, hein, là, en valorisation. En VE sur EBITDA, ratio coût-bénéfice et ratio coût cash flow, alors qu'on n'a pas beaucoup de croissance. Rendement des capitaux investis à 12%, c'est bien, mais c'est pas incroyable pour des logiciels. On est cash net, il y a au moins ça, on va dire. 0,9% de rendement du dividende, 1,3% de rendement de l'actionnaire, donc il y a potentiellement des rachats d'actions. Free cash flow, BS et bénéfices nets, c'est un peu plus. Donc les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Le payout ratio, il est à 50%. C'est soutenable à ce niveau-là, mais c'est pas du tout intéressant. Donc SAP, beaucoup trop cher vu la qualité que c'est pas incroyable, hein. Ensuite, on a Siemens. Donc là, plutôt un conglomérat industriel, 190 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Toujours un petit peu de croissance. J'imagine que c'est plutôt la croissance externe, hein, pour ce dossier. 17,4 en VE sur EBITDA, c'est quand même pas donné, hein. 23 en ratio coût-bénéfice et 18 en ratio coût free cash flow. Alors c'est plutôt une entreprise qui est, on va dire, mature d'un point de vue organique. Donc le multiple qu'il faut garder, c'est le price to free cash flow. C'est un peu cher pour la croissance qui est en face. Et la médiocre rentabilité, hein, 6,06 en rendement des capitaux investis, c'est pas terrible. 3,6 fois les l'EBITDA en dette nette. Donc ça, c'est quand même lourd, hein, comme endettement. Et c'est au-delà de la limite de 3. Donc un peu dangereux. 2,4 en rendement de l'actionnaire. La même chose, enfin 2,4 en rendement du dividende, la même chose en rendement de l'actionnaire. Le payout ratio est à 41%, mais en fait les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc on a les moyens. Siemens, pareil, hein, c'est trop endetté, pas assez qualitatif, il n'y a pas énormément de croissance pour qu'on ait des multiples comme ça, donc plutôt à l'écart. Ensuite, Deutsche Telekom, l'opérateur numéro 1 au télécom numéro 1 en Allemagne, qui a aussi une participation aux États-Unis avec T-Mobile, 185 milliards de dollars de market cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est la croissance externe, hein. Croissance organique elle est faible, des multiples qui sont value, on est à 7 en VE sur EBITDA. Alors 14,3 en ratio coût-bénéfice, mais il y a beaucoup de dépréciation-amortissement, hein, donc de dépréciation pour le coup dans les opérateurs télécoms. Et surtout, on a 5,6 en price free cash flow. Ça, c'est intéressant. Société plutôt mature qui dégage du flux, donc il faut regarder plutôt le price free cash flow. C'est quand même pas très cher payé. On a 8 en rendement des capitaux investis. Pas mal pour une entreprise qui est intensive en capital. 2,6 fois les l'EBITDA en dette nette. Ça, c'est bien, c'est correct. Pour une télécom, on peut aller jusqu'à 5, hein, vu qu'on a beaucoup de visibilité sur les free cash flow, sur les cash flows, pardon. 2,7% de rendement du dividende, 4,4 en rendement de l'actionnaire. Donc c'est pas mal. Bonne rémunération d'actionnaire. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets, donc on a les moyens de payer ce dividende. Allianz dans l'assurance, 153 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est pas extraordinaire. On a 9,5 en VE sur EBITDA, 15,3 en ratio coût-bénéfice, 4,9 en ratio coût free cash flow. Eh bien, alors, pour une financière, on va plutôt regarder le ratio coût-bénéfice, hein, 15, c'est pas donné. Pour une financière, on veut une décote, on veut être en dessous de 10, hein, parce que c'est un secteur qui est risqué. Rendement des fonds propres à 16,8%, c'est plutôt pas mal quand même pour une financière. Alors, la dette nette, d'habitude pour les financières, on ne regarde pas parce qu'en fait, souvent, c'est faux et il y a beaucoup de leviers. Là, elle est à 0,7, ça c'est peut-être intéressant quand même. 4,4 en rendement de l'actionnaire, du dividende, pardon, et 4,7 en rendement de l'actionnaire. Bon, on est pas mal, hein, à ce niveau-là. Payout ratio 54%, bon, voilà. Allianz, c'est quand même cher, hein. On veut une décote sur le cours sur le bénéfice et on veut une décote sur actif tangible. Et là, on l'a pas du tout, donc pas de marge de sécurité.
Ensuite, Rheinmetall, donc on est sur un opérateur de la défense, hein, ils produisent de l'armement, 95 milliards de dollars de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc plutôt une forte croissance. Et les multiples sont dans l'espace, parce qu'on anticipe la croissance future avec les plans d'armement en Europe. Donc c'est déjà allé trop loin, hein, je pense que ça sert à rien de regarder ce dossier qui est déjà beaucoup trop cher. Ensuite, on est sur Munich Re, donc là on est sur la réassurance, 85 milliards de dollars de market cap, 1,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Mature, ça bouge pas trop, 17 en ratio court-bénéfice, c'est quand même cher payé, on veut être en dessous de 10 sur une financière, 2,7 fois le price tangible book value, donc il n'y a pas de décode sur actif tangible, malheureusement, un rendement des fonds propres à 14,4, qui reste correct, et un rendement du dividende à 2,6, ce qui n'est pas très généreux hein, pour une financière. Donc, il y a mieux à faire, hein, je pense que Munich Re aussi, qui m'a l'air cher payé pour la qualité que c'est. Ensuite, sur Siemens Energy, donc là, équipement électrique, 80 milliards de dollars de market cap, 3,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Donc là, c'est une croissance plutôt faible qui m'a l'air d'être de la croissance organique, il faut vérifier. Mais par contre, là, les multiples, le ratio court-bénéfice, à mon avis, il vaut mieux oublier. Il y a dû avoir un exceptionnel. Mais en VO sur BIDA, c'est très cher. Et en price to free cash flow, c'est cher hein, quand même. Donc, pas de marge de sécurité à ce niveau sur Siemens Energy. La rentabilité est très médiocre. 1% vraiment des capitaux investis. Au moins, on est cash net sur le dossier, mais c'est tout ce qui permet de le sauver. Donc, pas terrible, hein, Siemens Energy non plus. À l'écart. Ensuite, on est sur Deutsche Börse, donc la bourse allemande. 59 milliards de dollars de market cap. 12% de croissance du chiffre d'affaires à rythme annuel de 5 ans. Donc, c'est bien. C'est surtout la croissance externe, à mon avis, hein, puisqu'ils ils consolident les marchés. Donc, la croissance organique, elle existe, hein, mais elle est plus faible que ça quand même. 19,5 en VE sur EBITDA, c'est pas donné. 27,5 en ratio court-bénéfice, c'est pas donné du tout. Après, on n'a pas les free cash flow, la donnée n'est pas disponible, mais je pense que c'est une société qui dégage plutôt du flux, hein, vu que la croissance organique est mature. Donc, le multiple de price to free cash flow doit être plus bas que le multiple de court-bénéfice. Bon, à vérifier. Alors, vraiment, les capitaux investis à 11,4, c'est correct, mais c'est pas impressionnant pour une société. Alors, c'est pas une industrie qui est forcément très intensive en capital, quoique ils doivent quand même maintenir leur propre data center, donc potentiellement s'il y a quand même de la dépense en capital. Donc à vérifier. 2,2 fois les bidas en dette nette, ça c'est le reliquat des acquisitions passées, hein, puisque c'est quand même assez rentable, donc il n'y a pas de raison qu'on soit trop endetté. 1,4 fois 1,4% de rendement du dividende, c'est pas exceptionnel. Et on n'a pas le payout ratio. Bon, de toute façon, à ce niveau, on ne vient pas pour le dividende. Deutsche Börse, c'est encore trop cher. Hein. Bon, il y a de la croissance quand même, mais il faudrait l'avoir un peu en dessous de 20, je pense que ça pourrait commencer à être intéressant. Ensuite, on est sur Siemens Healthineers. Alors, eux, ils font de l'équipement médical. J'ai l'impression que c'est que des spin-offs de Siemens, le conglomérat. Ils doivent spin-off au fur et à mesure leur participation. En tout cas, les entreprises non cotées qui détiennent. 9% de croissance du chiffre d'affaires va être manualisé 5 ans. Ça, à mon avis, ça sent aussi la croissance externe. Il faut, parce que le marché est mature quand même en Europe. 16,1% de valeur d'entreprise sur EBITDA. 16,1 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, pardon. 26 en ratio court-bénéfice, 19,5 en ratio free cash flow. Cher payé, croissance raisonnablement élevée, mais pas exceptionnelle non plus. Rendement et capital investi à 7%, la qualité n'est pas incroyable. Bon, voilà, hein, ça ne mérite pas des multiples à ce niveau. On est à 3,1 fois les bidas en dette nette, en plus c'est trop endetté. 2% rendement du dividende, 4% rendement à l'actionnaire, il y a des rachats d'actions, payout ratio à 100%, mais free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Donc c'est soutenable quand même à ce niveau-là, mais ça ira pas plus loin, hein, je pense, le dividende. Bon, c'est Siemens, pareil, là, c'est cher payé, hein. Trop cher payé pour la qualité. Ensuite, on est sur Merck, le laboratoire pharmaceutique, 57 milliards de dollars de market cap, 5,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense qu'il y a un mix croissance externe, croissance organique. Hein. On est à 10 en VE sur EBITDA, c'est raisonnable. 18,7 en ratio court-bénéfice, un peu cher. Et 21,5 en ratio free cash flow. Là, c'est pas incroyable la valorisation, vu qu'on est quand même sur une boîte qui est assez mature. Après, la rentabilité est correcte, on va dire à 8,8% de rendement des capitaux investis, 1,2 fois les bidas en dette nette, donc pas trop de dette, 1,9% de rendement du dividende, 1,9% de rendement de l'actionnaire, donc voilà, on a un petit niveau de rendement de l'actionnaire, mais c'est pas incroyable. On est à 36 en payout ratio avec des free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets. Bon, on est à 1,50, donc là, c'est liable. Alors voilà pour cette revue.
Eh bien, il y a pas grand-chose qu'on peut garder, hein, dans cette liste. Le marché allemand, je savais pas qu'il était aussi cher, mais là, il a bien monté et il commence vraiment à être trop cher, hein. Donc, le dossier que je garderai uniquement dans cette liste, c'est Deutsche Telekom parce que finalement, ils sont pas trop endettés pour une télécom, rentabilité correcte et les multiples sont plutôt bons. Après pour une télécom, ils sont pas très généreux, via le dividende, mais bon, il y a des rachats d'actions potentiellement, donc ça peut être intéressant. Voilà, ça serait le seul dossier que je garderai. J'espère que cette revue du top 10 allemand vous a intéressé. C'est le cas de mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.